Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'Université de la Terre. Je suis Sébastien Maire, délégué général de l'association France Ville Durable, qui réunit l'État et ses agences, des collectivités locales, des entreprises et des experts, et qui vise à repérer, rediffuser en France et à l'international des méthodes, des outils, des exemples de réalisation qui permettent d'accélérer la transformation écologique, énergétique des villes et des territoires, et dans le même temps de les faire monter en résilience. Alors, bâtir des villes désirables et vivables. La population urbaine a plus que doublé au cours des 40 dernières années. Jusqu'à une période récente, on pensait même qu'elle devait atteindre 5 milliards de citadins en 2050, avec cette phrase, ce leitmotiv qu'on entend souvent, en 2050, 80% de la population mondiale vivant dans des villes. Mais la crise sanitaire est passée par là, et surtout, en France en tout cas, la prise de conscience de la population concernant les conséquences du dérèglement climatique et du franchissement des autres limites planétaires progresse rapidement. Les villes sont à la fois les territoires les plus émetteurs de gaz à effet de serre et ceux dans lesquels les aléas climatiques comme les canicules ou les inondations auront le plus de conséquences humaines, sociales et économiques. Rappelons qu'avec 1% de renouvellement urbain par an, la ville de 2050, qui devra justement faire face à ces aléas, encaisser des canicules à 50 degrés qui pourront durer plusieurs semaines, elle est déjà là. La ville de 2050 est déjà là en très grande partie. Et donc, c'est une donnée forte à prendre en compte dans le débat notamment qui va nous animer aujourd'hui. Penser la ville vivable et désirable signifie relever des défis concrets pour changer la manière dont on y vit et garantir la réponse aux besoins essentiels de la population et la qualité de vie, quels que soient les aléas économiques, sociaux, environnementaux, dans les années, les décennies à venir. De nombreux exemples montrent qu'il est déjà possible de réinventer la vie en ville avec une empreinte écologique réduite, tout en améliorant la qualité de vie. C'est le thème de cette table ronde, comment bâtir des villes qui soient à la fois vivables et désirables. Alors nous allons entendre aujourd'hui, pour débattre de ce sujet fondamental, Pierre-André de Chalandard, qui est président, directeur général du groupe Saint-Gobain. Directeur général, président du groupe Saint-Gobain. Laurent Germain, directeur général d'Egis. Christine Lecomte, qui est présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, François Demazière, qui est maire de Versailles et président de l'agglomération Versailles-Grand Parc, et en ligne, en visio, je pense qu'il est déjà là, l'architecte japonais Kengo Kuma. Alors, pour commencer, Christine Lecomte, vous avez été élue présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes en juin 2021 en proposant une évolution forte des orientations de la profession. Vous avez publié récemment un ouvrage intitulé « Réparer la ville » avec Sylvain Grisot, et vous évoquez souvent les 3 crises du siècle. Pouvez-vous nous en parler et, face à ces crises, pour vous, qu'est-ce que la ville du futur ? Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là. On est tous un peu loin. Pour construire une ville désirable et vivable, il faut aussi un peu de proximité, je trouve. Parler des 3 crises du siècle, c'est mettre un peu des mots sur les enjeux et les défis qui nous attendent. Les 3 crises, c'est d'abord celle dont on parle tous les jours, le réchauffement climatique, dû notamment aux émissions de gaz à effet de serre, qui nous demande à la fois d'adapter notre ville, mais aussi d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre quand on construit. Je rappelle que c'est à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre mondiales qui viennent du secteur de la construction du bâtiment, et dans ces 40%, 10% des émissions de gaz viennent de la fabrication du béton. La deuxième crise, c'est la crise de la biodiversité. Celle-ci, elle est très forte et moins visible au quotidien pour nous. Pourtant, elle nous impacte car elle génère des problématiques de sol, des problématiques liées à notre existence même et des problématiques aussi de souveraineté alimentaire, tout clairement. Ça nous re-questionne, nous qui fabriquons les villes, sur ce qu'on peut appeler l'étalement urbain, c'est-à-dire aller toujours plus loin des villes, finalement ne jamais se poser la question du renouvellement, de la réparation de ce qui existe déjà, mais construire toujours encore plus loin.
C'est un grand sujet actuellement en France et c'est un sujet pour les élus qui est compliqué à traiter. Le troisième sujet, la troisième crise pour nous, c'est celle qui est la moins visible, encore que dans la problématique du confinement puis de la crise ukrainienne, on commence à l'apercevoir beaucoup plus, c'est la crise de la pénurie des ressources. On a une finitude en fait de certains produits que nous utilisons, de matériaux, de matières premières dans le bâtiment, et puis on a des matières premières qu'on exploite aujourd'hui qui écologiquement ne sont pas viables à long terme pour ce que je rappelle est notre premier habitat, la Terre. Donc c'est vrai que l'Université de la Terre, c'est aussi parler de notre premier habitat, la Terre. Et dans ces ressources-là, c'est effectivement tout ce qui est pétrole, ce qui est énergie, mais c'est aussi le sable, c'est aussi le zinc, c'est aussi le cuivre. Et c'est aussi repenser à l'aune de toutes ces crises, comment revoir la fabrication du bâti, non pas en disant stop au béton, c'est absolument pas ça, mais en se disant où est-ce que je place le bon matériau au bon endroit pour justement réapporter du confort, retrouver du bon sens dans la construction. Alors Sébastien, tu l'as dit, 80% de la ville de demain est déjà présente. Et cette ville d'aujourd'hui qui est là, en fait, on nous pose souvent la question, c'est quoi la ville du futur? Et moi, je réponds souvent, en fait, il faut plutôt regarder le futur de la ville, puisque si on en a 80% qui est déjà là, il va falloir qu'on regarde ce qu'on a. Et donc là, il y a effectivement une grande attention à avoir aux bâtiments qui sont déjà existants comme une valeur, c'est-à-dire qu'on les considère, qu'on se pose plus la question de les réparer. Alors ça ne veut pas dire rénover spécifiquement, ça veut dire comment est-ce qu'on les soit restaure, soit réhabilite, soit répare, soit changer de destination, soit les faire évoluer. En fait, on peut ouvrir tout le panel de ce qu'on peut faire, parfois même déconstruire si besoin, mais en le considérant. Ce qu'on a eu tendance à ne pas faire durant les quelques décennies que l'on vient d'avoir. C'est également la question de se dire, on a eu une ville qui finalement était assez facile. Alors, les uns et les autres vont me dire, ah non, non, quand même, c'était compliqué. Mais non, c'était facile, parce qu'on prenait la matière dont on avait besoin, on ne se posait pas la question de comment réutiliser ce qu'on avait déjà sorti, et on ne se posait pas la question du terrain, puisqu'on en avait plein. Aujourd'hui, il va falloir qu'on se re-questionne sur, à chaque fois qu'on déconstruit, qu'est-ce qu'on va faire des matériaux, donc avoir une pensée même de conception avec une économie circulaire, c'est-à-dire quand je déconstruis quelque chose, comment je le réemploie, comment est-ce que je pars de ce qui existe pour construire, et ça questionne même comment est-ce qu'un bâtiment va évoluer. Je prends souvent le cas du 104 qui a eu plusieurs vies, mais finalement, si on regarde la plupart des bâtiments qui ont traversé les siècles, ils ont eu plusieurs vies. Et donc, c'est revenir finalement à l'essence du bon sens que les bâtiments peuvent avoir ces plusieurs vies. Ensuite, l'étalement urbain nous questionne, si on veut l'arrêter, à regarder comment vivre dans le tissu urbain existant. Et là, tout de suite, on se confronte à la question, mais comment on va faire pour vivre en proximité sans vivre en promiscuité ? Et là, c'est vraiment un grand sujet, c'est le sujet de ce qui s'appelle le partage et ce qui s'appelle la qualité. Et aujourd'hui, la fabrication de la ville, elle doit sortir d'une émanation totalement économique pour revenir sur le sujet principal. Comment, quand on construit une ville, quand on construit du commun, des espaces publics, on est sur une spatialisation de la démocratie et non pas sur un ajout de produits économiques venant vendre la ville progressivement. Et là, ça nous re-questionne parce que finalement, ça fait quelques décennies qu'on a construit la ville en zoning. L'étalement urbain, centres commerciaux d'un côté, les lotissements de l'autre. Et puis on a désertifié les centres-villes qui pourtant nous plaisent. Parce que souvent, ils sont très beaux, ils nous font vibrer, parce que le patrimoine nous fait vibrer, la culture nous fait vibrer, ce qui nous donne une identité nous fait vibrer. Et donc, c'est finalement recoudre et repartir vers un urbanisme qui soit plus du partage, plutôt qu'un urbanisme qui a eu tendance à nous séparer. Et donc, finalement, penser aujourd'hui à bâtir le futur de la ville, pour moi, c'est aussi retisser des liens dans la société entre nous. Et c'est là où, en fait, il va falloir qu'on construise les récits de territoire autour de cette histoire de refaire société, autour de la spatialisation de nos espaces de vie. Et peut-être, dernière chose,
On parle beaucoup aujourd'hui de tout ce qui nous arrive en termes de sobriété énergétique. On parle beaucoup aujourd'hui de la voiture qui consomme beaucoup d'énergie, notamment de pétrole. Mais il faut aussi voir, et Sébastien l'a très bien dit, que 70% des habitants seront exposés à plus de 20 jours de canicule mortelle par an en 2100. Donc notre priorité, c'est aussi une sécurité pour tout le monde. Et là où tu dis que l'Ordre des architectes a voulu repositionner la profession, c'est dans ce rôle-là également. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si nous sommes une profession qui sommes réglementées, c'est aussi parce que nous avons un rôle de responsabilité par rapport aux espaces que nous construisons pour la sécurité du public. Et aujourd'hui, eh bien, il faut utiliser des matériaux qui ont une meilleure inertie. Il faut travailler à désimperméabiliser les sols pour travailler sur des îlots de fraîcheur réguliers et partout. Et en fait, il faut permettre à chacun que la vie adaptée la rende plus désirable et plus vivable. Merci. Merci Christine. Pierre-André de Chalandard, vous avez publié un livre en 2021 intitulé « Le défi urbain, retrouver le désir de vivre en ville ». Pas avec un regard d'historien ou d'urbaniste, mais avec un regard d'industriel. Alors, quelle est votre définition d'une ville durable et désirable ? Alors, la première chose que je voudrais dire, et je crois que c'est très positif pour le futur. Moi, je suis un industriel, comme vous avez dit. Je vais redire un certain nombre de choses qu'a dit Christine à l'instant. Alors, les architectes et les industriels, ils ont toujours travaillé ensemble. Mais j'allais dire, historiquement, ils travaillaient ensemble de façon plus sur des sujets très précis. Puisque les architectes, pour nous qui fabriquons des matériaux de construction, c'est des prescripteurs. Ce que je trouve très intéressant, c'est que les architectes, et pour moi c'est un peu nouveau, maintenant ils réfléchissent plus sur l'ensemble de la ville et du futur de la ville. Et nous aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'on va dans la même direction. Et je pense que c'est positif parce qu'il y a beaucoup à faire. Alors, mon point de départ effectivement, sur ma réflexion sur la ville, ça a été cette crise sanitaire qui a complètement, enfin vous l'avez dit un peu, mais qui a bouleversé beaucoup de choses, qui a été un déclencheur et un accélérateur, qui nous a fait prendre conscience de toutes les nuisances de la ville, des inégalités par rapport au confinement, et puis je crois beaucoup aussi qui a modifié, et ça c'est très important aussi, notre rapport au temps. Et à l'espace. Et la ville, c'est le temps et l'espace. Donc la crise du Covid amène à réfléchir beaucoup sur tous ces sujets-là. Et donc il faut repenser la ville. La solution, c'est pas du confinement, c'est pas que tout le monde parte à la campagne. Vous avez donné des chiffres sur la ville du futur, c'est pas pensable. Donc il faut repenser la ville. Et on est obligé de repenser la ville parce que, comme vous l'avez dit, la ville, c'est 80% des émissions de CO2 dans le monde. Donc le défi écologique, il passe par la ville. Si on traite la ville, on l'aura traité, sinon on n'y arrivera pas, pour 2% de la surface de la Terre. Et le deuxième choc, c'est le choc démographique, puisqu'on va avoir 2,5 milliards de plus de gens dans les villes d'ici 2050. Donc, il faut... Alors, comment elle doit être, cette ville dans laquelle on a envie de revenir. On retrouve le désir de vivre en ville. Moi, je vois quatre points pour cette ville idéale du futur. La première chose, c'est qu'elle doit être durable. La deuxième, c'est qu'elle doit être confortable. La troisième, c'est qu'elle doit recréer le désir de vivre ensemble. Et la quatrième, c'est qu'elle doit être facile à vivre et décider ensemble. Alors, Christine a déjà abordé en fait ces points, pas forcément dans le même ordre, mais je crois que c'est très important qu'on aille dans la même direction. Alors durable, deux choses. Il faut faire évoluer les modes constructifs, puisque le bâtiment, c'est 40% des émissions de CO2, donc il faut construire de façon durable. Et ça, nous, on réfléchit beaucoup aux nouveaux matériaux. Christine en a parlé, mais je pense que c'est... et il faut avoir des circuits courts. Et donc je pense qu'on construira de plus en plus localement. On est en train de travailler par exemple sur l'utilisation de la terre. Et donc il faut réfléchir aux matériaux en prenant en compte l'élément durable. Et deuxièmement, il faut, j'allais dire, recycler à tous les étages. Il faut une ville circulaire.
Et pour prendre une autre expression, mais de ce qu'a dit Catherine, je dirais que pour nous, et on réfléchit comme ça dans Saint-Gobain quand on met en place nos solutions de matériaux, il faut que un bâtiment d'aujourd'hui, ce soit la banque des matériaux de demain. Hein, mais ça suppose, si on veut le faire bien, parce que la déconstruction, le recyclage, la collecte, tout ça c'est très compliqué, ça suppose de construire différemment. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc une ville durable, une ville confortable, et je crois que là il y a un point très important qu'on a vu dans le confinement et qu'on voit dans toute une série de villes aujourd'hui. Il faut remettre de la nature dans la ville. On ne va pas aller mettre la ville à la campagne, mais il faut mettre un peu de campagne dans la ville. C'est pas si facile, mais en fait, il y a pas mal de place dans la ville, si on repense autrement. Donc je pense qu'il faut remettre de la... Et puis, il faut éliminer les nuisances à la fois sonores, lumineuses, et puis il faut lutter pour que la ville soit plus confortable contre le mal logement. Et ça, c'est beaucoup le mal logement, c'est aussi beaucoup les passoires énergétiques. En France, c'est 5 millions de logements qui sont des passoires énergétiques. Troisième point, il faut une ville qui recrée le désir de vivre ensemble. Historiquement, la ville, c'est quand même par rapport à la vie d'autrefois, en vivant en ville, ça a accru beaucoup la solitude. Et je pense qu'il faut lutter contre ça. La ville anonyme. Pour ça, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut retrouver, au niveau des bâtiments qui sont extrêmement... Il faut repenser des bâtiments qui recréent du lien social. Et ça, je pense que c'est un objectif pour les urbanistes et les architectes, d'arriver à concevoir des bâtiments qui recréent du lien social. Et puis il faut... Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a des exemples, on montre qu'on y arrive. C'est un problème, on a ce problème en France important. Il faut essayer de retrouver de la mixité sociale et donc avoir des villes inclusives. Parce que sinon, il faut lutter contre ce qu'on a vu depuis une trentaine d'années, qui sont des ghettoisations, à la fois, on peut l'appeler la gentrification, et puis donc il faut retrouver de la mixité, c'est pas facile. Mais je crois que c'est extrêmement important si on veut recréer le désir de vivre ensemble. Et puis, dernier point de cette ville, pour avoir une ville facile à vivre, et il faut une ville facile à vivre et décider ensemble. Facile à vivre, ça veut dire une ville plus fluide. Alors, il y a plein de concepts qui sont expérimentés ici et là. Il y en a un qui est assez connu, qui est la ville du quart d'heure, qui exprime l'idée qui permet de modifier le rapport au temps. Moi, je crois qu'on va avoir énormément plus de citadins, et à la fois, il faut... la métropole, il faudra que ça devienne un ensemble de villes à l'intérieur de la ville, si je puis dire. Et donc ça va se recréer en repensant complètement notre rapport au temps, donc le rapport là où on vit, là où on habite, on dort, là où on travaille, là où on se cultive. Il faut repenser le rapport au temps. Voilà, donc c'est peut-être une ville idéale. Alors on va dire que par rapport à la ville d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut tout casser et tout reconstruire? Certainement pas. Et donc il faut partir de l'existant, et il n'y a pas un modèle. Deux choses principales qu'il faudra faire. Il faudra rénover de façon massive, et notamment rénover à partir de l'existant et rénover de façon énergétique. La rénovation énergétique, vous comprenez, vous l'avez bien compris, c'est un chantier absolument majeur de ce point de vue-là. Et puis dans les pays émergents, il va falloir construire bien du premier coup, qui est un autre enjeu. Donc on voit que les enjeux sont extrêmement importants. La bonne nouvelle, c'est que sur tous ces sujets-là, les solutions existent. Donc le sujet, c'est d'agir, mais les solutions existent, il n'y a plus qu'à agir. Merci beaucoup. C'est bien l'objectif de cette table ronde, montrer qu'il existe des solutions. Il y en a beaucoup qui sont expérimentées ou qui sont déjà déployées sur les territoires. Vous avez évoqué aussi cette question cruciale des matériaux, et on sent qu'on est dans un changement, une évolution très forte de paradigme, de priorité sur tout ce qu'on jugeait jusqu'ici des chemins évidents pour l'avenir de nos villes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces évolutions de paradigme sont maintenant de plus en plus associées à une amélioration de la qualité de vie et pas une régression ou un retour en arrière comme ça a pu être parfois dit. Alors François Demazière, vous êtes aujourd'hui un élu local, mais vous avez
exercé des fonctions nationales dans le domaine de la culture et du patrimoine, dans les cabinets ministériels, en tant que directeur de la Fondation du patrimoine ou encore président de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Vous avez donc un regard pluriel sur les sujets dont nous parlons ce matin. Alors peut-être une question générale pour commencer. Selon vous, que faut-il faire pour rendre les villes durables et désirables ? Écoutez, merci beaucoup. Alors, bonjour à tout le monde. Les deux intervenants que nous avons écoutés sont évidemment très convaincants et je ne fais que contribuer dans le même sens. Je crois, si vous voulez, que nous sommes dans un moment d'opportunité. Ce nouvel intérêt, et il se manifeste d'abord par une façon différente de voir le patrimoine et l'existant, ce qui est bâti. Christine Lecomte le rappelait, et je tiens à souligner que c'est vraiment un changement assez fort, c'est carrément un changement de paradigme d'entendre la présidente de l'Ordre des architectes qui plaide finalement pour les bâtiments existants et pour repenser les bâtiments existants plutôt que de les détruire et reconstruire. Cette évolution, elle est extrêmement sensible pour quelqu'un qui, comme moi, effectivement, a eu des responsabilités dans ce domaine et qui a connu, il y a peu de temps encore, au contraire, le primat de l'architecte qui faisait son œuvre, une œuvre qui devait être assez démonstrative pour que son nom reste. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique. On est dans une approche qui est beaucoup plus collaborative. Donc le premier élément que je voudrais souligner, c'est cet intérêt nouveau sur l'existant qui va nous permettre de penser un peu plus sereinement l'évolution de la ville. Parce que cet existant, les gens souvent l'apprécient, ce qu'on appelle le patrimoine, il peut être un patrimoine ancien ou il peut être un patrimoine plus récent. J'ai vécu dans ma ville, qui est une ville d'histoire, puisque je suis maire de Versailles, j'ai vécu la dernière canicule. Eh bien, il est évident que nos bâtiments historiques ont une inertie qui fait que les gens s'y trouvaient bien. Et donc, on se retrouve avec une qualité qu'on n'avait plus en tête. De même, on le rappelle souvent, mais c'est au moment de la construction qu'il y a la création du maximum de gaz à effet de serre. Donc, quand vous avez des bâtiments anciens, il vaut mieux les préserver si possible et les requalifier. Donc ça, c'est le premier élément à souligner. Le deuxième élément, c'est que nous avons une accélération incroyable de la prise de conscience. Cette accélération, c'est le bon côté de la crise de l'énergie. Depuis le mois de septembre, je vois que mes collègues maires pensent différemment. Il faut le dire, ils pensent en économie. Et pensant en économie, ils pensent immédiatement comment préserver finalement dans leurs bâtiments, comment préserver la chaleur en hiver et comment se protéger des excès de chaleur en été. Et donc, de façon très pragmatique, je vois une accélération incroyable des investissements qui vont se faire en ce domaine. Et les réflexions s'ouvrent très vite. Par exemple, la géothermie était quelque chose qui, en France, avait très peu avancé. Eh bien, depuis ce mois de septembre, dans la région Île-de-France, tout le monde se met à réfléchir à la géothermie. On redécouvre les bienfaits de la géothermie de surface, qui est assez simple à mettre en œuvre, et bien sûr, aussi la géothermie qui est beaucoup plus coûteuse en profondeur. On voit aussi actuellement qu'il y a une nécessité de réfléchir différemment l'articulation entre les défenseurs du patrimoine, j'en suis un d'ailleurs, je ne le cache pas, et puis ceux qui savent qu'il faut penser l'isolation thermique des bâtiments. On se dit qu'il faut arrêter ces querelles et qu'il faut essayer de progresser. Et évidemment, il faut garder la belle unité architecturale de nos villes anciennes. Mais en même temps, il faut se dire comment on peut tout de même améliorer les choses. Donc il y a un dialogue à instaurer qui n'existe pas encore beaucoup. D'ailleurs, moi j'ai suggéré aujourd'hui au ministère concerné de progresser en ce domaine, de rapprocher les gens, parce que Pierre-Henri de Chalandard le disait tout à l'heure, il y a aussi des progrès technologiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des toits en zinc, et dans ma ville, on fait plutôt des toits en zinc, et bien, on a des produits qui commencent à vraiment être très très similaires à du zinc. Donc ça peut être des produits photovoltaïques en zinc. Vous voyez donc des capacités nouvelles de pouvoir améliorer ce dialogue qui, je peux vous en témoigner en tant que maire, est absolument essentiel dans le concret de la mise en œuvre des mesures à prendre aujourd'hui. Alors, je dirais aussi, pour qu'on puisse progresser ensemble, il faut changer nos formations. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais les formations dans les écoles d'architecture, on ne vous parle pas du tout de rénovation de patrimoine.
c'est une chose qu'il faut certainement introduire assez rapidement pour que l'on puisse justement bénéficier de l'existant et essayer d'améliorer cet existant. On parle aussi très peu du problème de l'investissement public. Or, je peux vous dire que l'un des problèmes majeurs pour la qualité de la ville et pour prendre en compte ces considérations, c'est le prix du foncier. Le foncier, malheureusement, souvent, aujourd'hui, il dérape complètement. Regardez le prix du foncier dans des villes attractives, il est devenu délirant. Et là, il y a un effort à faire de la part de la collectivité publique. Aujourd'hui, l'État français, il vend le plus cher possible, comme les autres. Et donc, il n'y a même pas cette réflexion en disant, il y a peut-être des opportunités aujourd'hui, en disant, si on baisse un peu le prix du foncier, on va pouvoir faire un bâti de qualité et on va pouvoir intégrer davantage ces préoccupations environnementales. Et je crois enfin qu'il faut insister sur l'articulation avec le monde du paysage. Il y a maintenant 3 ans, on a créé la première biennale d'architecture et de paysage à Versailles, qui est financée par la région Île-de-France. J'avais fait cette suggestion parce que c'est à Versailles. J'avais fait cette suggestion parce que pour moi, si vous voulez, il n'y a plus d'opposition entre le monde du paysage et le monde de l'architecture. C'est exactement le même combat. Le paysage, il est aussi bien le grand paysage à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire en gros c'est la question de la protection de nos terrains agricoles, donc il faut éviter l'étalement urbain, mais il est aussi à l'intérieur de la ville parce qu'il faut revégétaliser, il faut planter des arbres. Et là encore, j'ai plutôt une vision positive parce que je vois que tous les maires, au moins les maires de France, ceux que je connais bien, sont mobilisés sur cette question de la revégétalisation de leur ville. Donc pour conclure, je dirais qu'on est dans un moment charnière, mais je pense que contrairement au pessimisme ambiant, le fait qu'il y ait une crise profonde, le fait qu'il m'ait maintenant doublé d'une crise financière, est un atout formidable pour qu'on avance vite ensemble. Faire de la crise une opportunité, c'est une définition de la résilience territoriale dont on parlera dans la deuxième partie de cette table ronde. Vous avez évoqué l'importance du paysage. Les paysagistes, justement, sont eux aussi en train de faire leur révolution en considérant que leur métier ne relève plus uniquement de l'esthétique, mais aussi de l'adaptation des territoires, de reconstitution des grands cycles, de l'eau, des sols, etc. Ça mobilise donc du génie écologique. Parlons un peu de génie, justement, Monsieur Germain. Donc, Laurent Germain, vous aussi, vous avez travaillé au niveau ministériel. Vous avez dirigé pendant 6 ans un grand groupe mondial d'ingénierie et de technologie. Et vous dirigez aujourd'hui Aegis, un groupe international de conseil qui est bien connu en France, d'ingénierie de la construction et d'exploitation qui se présente comme œuvrant dans le monde entier pour des territoires plus équilibrés, plus durables et plus résilients. Alors on l'a vu depuis le début de cet échange, les villes doivent aujourd'hui répondre à des enjeux nouveaux, systémiques, différents d'un territoire à l'autre, des enjeux qui n'existaient pas au moment où la plupart des infrastructures ont été construites. Après un contexte d'abondance et de développement, les pays les plus riches sont désormais confrontés à des impératifs de sobriété, de maximisation de l'existant, de tout ce qu'on a déjà produit, construit. Bref, des changements très forts de paradigme et de priorité. Face à une telle complexité, on n'a jamais eu autant besoin des ingénieurs. Est-ce que le métier d'ingénieur n'est pas lui-même en pleine évolution ? En effet, puisque l'ingénieur aujourd'hui, il a le privilège de devoir résoudre le grand paradoxe des, je dirais, 30 années qui viennent. Quel est-il ? Nous venons de passer il y a quelques jours le seuil des 8 milliards d'habitants sur notre planète. Il y en aura plus de 10 milliards à l'horizon 2050. Aujourd'hui, 55% des 8 milliards habitent dans des villes. En 2050, 80% des 10 milliards habiteront dans les villes. Autrement dit, le nombre d'habitants qui habiteront dans les villes désirables et vivables que nous appelons de nos voeux va doubler à l'horizon 2050. Dans le même temps, tout le monde, les États, les collectivités territoriales, les entreprises prennent des engagements de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Or, les villes sont responsables de 80% de l'émission de gaz à effet de serre. Et donc la construction de bâtiments nouveaux pour héberger cette population nouvelle, les infrastructures nécessaires pour que cette population nouvelle puisse se déplacer vont entraîner une augmentation
des émissions de gaz à effet de serre. Et donc comment est-ce qu'on réconcilie une tendance qui est liée à la démographie qui va engendrer des émissions et des engagements pris par tous les acteurs qui sont des engagements à la baisse? Eh bien, c'est l'ingénieur qui va trouver des solutions pour concevoir des bâtiments et des infrastructures beaucoup moins carbonés qu'avant. Alors, quel est l'instrument permettant d'y arriver? C'est ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est-à-dire que l'ingénieur se pose dès le moment de la conception et à chaque stade de cette conception, quelles sont les solutions techniques, les matériaux qui permettront d'avoir des bâtiments et des infrastructures moins carbonés. Et le challenge est d'autant plus important que les villes se trouvent aujourd'hui au milieu d'une multitude de conflits d'objectifs. Premier conflit d'objectifs, le conflit d'objectifs entre la démographie et l'inclusion. En effet, davantage de population en ville, comme l'ont rappelé mes collègues, c'est une pression forte sur les prix du foncier et de l'immobilier. Et évidemment, ça a tendance à exclure certaines catégories de la population de l'accès à la ville. La lutte même contre le changement climatique, qui passe par moins de voitures en ville, met en place des systèmes comme des péages, comme des zones à faible émission, du smart parking, qui sanctionnent effectivement les gens qui ont des voitures plus polluantes. Mais évidemment, c'est paradoxalement des gens qui ont le moins de moyens qui sont le plus pénalisés par les systèmes de lutte contre le changement climatique à l'intérieur des villes. Et donc, ça peut entraîner des conséquences négatives en termes de villes inclusives. Deuxième conflit d'objectifs, le conflit d'objectifs entre la démographie et la santé publique, puisqu'effectivement, plus de démographie dans les villes, c'est davantage de gaz à effet de serre. Or, il y a une population, notamment dans les pays industrialisés, qui va vieillir, et donc les conséquences sur la santé publique sont relativement plus importantes pour cette catégorie de population, et donc la démographie peut entraîner des conséquences négatives en termes de santé publique. Troisième conflit d'objectifs, un conflit d'objectifs entre la démographie et la démocratie. Le grand paradoxe, c'est que la population souhaite vouloir, et Pierre-André de Chalendar l'a rappelé, être associée de plus en plus aux décisions qui concernent les infrastructures et les bâtiments de leur ville. En même temps, on constate que les taux de participation aux élections, et en particulier aux élections locales, ne cessent de se dégrader. Le taux d'abstention, même en 2014 en France, a quand même été de 36 ou 40% aux élections municipales. C'est quand même extrêmement faible, et on n'est pas en train de parler effectivement de 2020 où il y avait le Covid. 2014, c'était une année normale, et le taux de participation était faible. Alors, compte tenu de ces conflits d'objectifs, comment l'ingénieur peut créer une ville désirable et vivable? À mon sens, elle aura plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'elle sera sobre. Il faut construire effectivement, il faut à la fois rénover des bâtiments existants massivement, ça a été rappelé, mais il faut aussi construire de nouveaux types de bâtiments. Et en particulier des bâtiments qui soient autonomes en termes de production de leur propre énergie, de recyclage d'eau de pluie, de manière à ce qu'il y ait davantage d'autonomie de ces bâtiments et qu'ils puissent moins être consommateurs d'énergie. Il faut que la ville soit plus verte, ça a été rappelé effectivement, le retour de la nature en ville. Il y a aujourd'hui beaucoup de villes dans le monde qui se lancent dans de très gros programmes. Celui que je connais bien, c'est en particulier Riyad, en Arabie Saoudite, ville dont la couverture végétale est aujourd'hui de 1%, et qui prévoit à l'horizon 2030 de porter cette couverture à 9%, ce qui implique la plantation de 7 millions d'arbres. Troisièmement, ces villes seront plus verticales, car si on veut évidemment limiter l'artificialisation des sols, mais en même temps accueillir une population plus nombreuse, la solution, c'est évidemment de construire la ville sur la ville et d'être dans des villes plus verticales. Alors ça choque évidemment beaucoup en Europe, pour une raison simple, c'est qu'en Europe, les immeubles de grande hauteur, c'est-à-dire supérieurs à 50 mètres, ne représentent que 5% des immeubles de grande hauteur dans le monde. Et donc l'Europe a pris beaucoup de retard dans la construction d'immeubles de grande hauteur, qui ne seront pas d'ailleurs simplement des immeubles dans lesquels les gens vivront, mais dans le concept de désirabilité, ce seront des immeubles dans lesquels on trouvera des services évidemment pour le retail, des services en matière d'entertainment, de manière à ce que ces espaces puissent être aussi des espaces non pas simplement de vie, mais aussi de convivialité. Enfin, ce sera des villes plus participatives et plus inclusives.
je suis toujours très frappé du fait que quand on prend des décisions de politique publique qui concernent la ville, on ne se pose pas forcément la question de l'impact que ça peut avoir sur telle ou telle catégorie de la population. Or, si on ne se pose pas cette question-là, il ne faut pas s'étonner ensuite que telle ou telle catégorie de la population ne participe pas aux élections. Et je prendrai aussi un exemple qui est l'exemple de la sécurité, puisque pour qu'une ville soit désirable et vivable, il faut que la sécurité y soit assurée. Or, une étude de l'Université de Bordeaux montre que la fréquentation des femmes, s'agissant des transports en commun, chute de façon extrêmement forte à partir de 19h le soir. Je pense que voilà, il faudrait en tirer des conclusions sur la façon dont on bâtit les villes afin que chacun se considère inclus dans cette ville. Il y a des villes, comme par exemple Vienne, qui dédient un budget chaque année pour vérifier que l'ensemble des politiques publiques qui concernent la ville soient bien inclusives. Et je terminerai mon intervention par quelque chose dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais qui est absolument fondamental, c'est que les 5 villes les plus peuplées à l'horizon 2100, même pas dans 100 ans, dans 80 ans, n'ont rien à voir avec les villes les plus peuplées aujourd'hui. En 2100, les 3 villes les plus peuplées du monde seront Lagos avec 80 millions d'habitants, Dar es Salaam avec 80 millions d'habitants et Kinshasa avec à peu près 80 millions d'habitants. Aujourd'hui, si on ne prépare pas ces villes à l'accueil de cette population, eh bien, les conséquences qui seront évidemment dans ces villes liées au changement climatique pourraient être tout à fait dramatiques. Et donc, le rôle de l'ingénieur, c'est bien de construire des infrastructures dans ces villes qui soient résilientes, qui puissent être résilientes face au changement climatique, et donc les construire non pas en prenant en compte les données climatiques existantes ou historiques, mais plutôt en prenant en compte les tendances anticipées du climat pour pouvoir prévenir d'éventuelles conséquences négatives sur les infrastructures futures. Alors des villes sobres, des villes résilientes, des villes inclusives, on voit qu'il y a des mots-clés forts qui commencent à se dégager. Ils sont d'ailleurs les mêmes que dans le manifeste de l'association France Ville Durable, et on ajoute un 4e mot-clé qui est celui de la ville créative. Alors pour évoquer la ville créative, je vais me tourner vers Kengo Kuma qui doit être en ligne. Bonjour Monsieur Kuma, vous êtes un architecte japonais mondialement connu. Merci beaucoup de participer à notre échange. Vous avez conçu des œuvres architecturales dans plus de 30 pays. Vous avez reçu des prix prestigieux, notamment le prix de l'Architectural Institute of Japan, le prix de l'architecture en bois Spirit of Nature en Finlande et le prix international de l'architecture en pierre en Italie. Vous avez pour objectif de concevoir une architecture qui se fonde naturellement dans son environnement culturel et environnemental en proposant des bâtiments doux et à taille humaine. Vous êtes constamment à la recherche de nouveaux matériaux pour remplacer le béton et l'acier et vous cherchez une nouvelle approche de l'architecture dans une société post-industrielle. Je crois que vous avez un message à nous délivrer et quelques réalisations à nous montrer avec quelques images et quelques slides. C'est à vous, vous avez la parole. Okay, thank you for inviting me to this conference. And today I prepare some slide as showing the relationship between Japanese culture and the Japanese the way of using forest. And as the project I show you today is Hiroshige Museum. As a Hiroshige Museum, I did use the wood from the forest behind the museum, and also I want to talk about the Japanese culture by using the art of Hiroshige. The Hiroshige, this is one of his best work, Southern Shower of Atake, 1857. And in this, the wood block, he want to show the natural cycle of Japanese city and Japanese forest, and the natural phenomena and the Japanese wooden bridge and the forest behind the rivers
those elements are combined together, and it is showing the natural cycle of the Japanese forests and the city. City and forest are not divided; it is combined together, and they are while living in this the beautiful cycle of nature. And as also this is Hiroshige's work, as he's showing, tried to show the cycle of natures and the relationship as between forest and village. And as this as the painting was done by Vincent van Gogh, as named Village in the Rain. As Vincent van Gogh learned many things from Hiroshige, and he learned the Japanese system from Hiroshige, I think. And in the art of Van Gogh, so he tried to symbolize the beauty of the natural system, and it came from Hiroshige. And also this famous architect, Frank Lloyd Wright, he learned Hiroshige very much, and the rendering was done by him. The method of this rendering is very similar to Hiroshige's work. This is the Hiroshige Museum I designed in the Japanese village, and I did use the wood from the village as possible as can, and the roof is covered by the wood from village, and also I tried to cut the building like that to create a connection between village and forest behind. This is the whole as I made in the building. And as this diagram, this the site plan is showing the relationship between forest and village. The forest behind the village is called Satoyama. The meaning of Satoyama is village mountain. And they always build shrine as the edge of forest. Because the life of the village was totally supported by the forest. Without this Satoyama, the forest, they couldn't live, they couldn't survive. At first, the energy came from the forest because they didn't have gas company, they didn't have electric companies, they only had forest. And all energy came from forest, and all material came from forest. And water came from forest, and then they built shrine as edge, and the shrine was sending the message to the village people. Without this forest, we couldn't survive. It is a strong message from shrine, and them they are always respecting forest. They sometimes cut the trees, but very carefully. Every 60 years, they build, cut the trees and they plant the new trees. It is part of natural cycle, and it is very sustainable system, but at the same time, it is a part of zero energy system. But in 20th century, they forgot this sustainable system. They looked Tokyo, and the sustainable system totally disappeared. The energy came from Tokyo, the gas came from Tokyo, electric came from Tokyo, the material came from Tokyo, sometimes from abroad, and the forest was abandoned, and the natural system was totally disappeared. And as what I did with this project is to cut
the building like this to show the shrine again and to show the forest again. And usually, the modern building has a parking in front, and the main entrance is parking. But instead, I have the entrance facing forest, facing shrine, and it is the totally opposite direction. And this hall is showing the most important thing for the village is forest and shrine. And also I did use the timber from the forest as possible as can for every part of the building. And along the cantilevered roof is protect building from natural light. It is a part of sustainable system. And also it's filtering natural light to control energy. And interior the condition is like the space in the forest. And I did use the material of the village as possible as can. Small quarry, we did use the stone from this quarry for the floors, and the paper, rice papers, made by the local craftsmen, was used for the wall of the museum. Most of the material came from village, and most of the craftsmanship was done by village people. And it is a kind of model of the future building, I think. Of course, we try to combine the new energy technology. We did use cool tube, and we did use the photovoltaic panels. We combined all contemporary technology with local material and local craftsmanship. And in China, we also try to do the same method. Local material, in this case, bamboo, and also we didn't cut the topography of the place. By preserving the topography, we could keep the original vegetation of the place. And the Great Wall is just there, it is very close. And as a Great Wall can be a good example. They didn't cut the land. They just add the small thing on the land. The same method was applied to this project. And also the semi-outdoor space was important in Asian culture. And it is not air-conditioned, but this kind of semi-outdoor space it can save energy and can bring natural breeze to the interior and this kind of semi-outdoor space. And we should go back to this kind of system. And also, we should combine this kind of method with contemporary technology. And as aesthetics is very important, but at the same time, as a technology and material and the detail, they should go together. And even for the bigger projects, as I believe, we can apply this kind of system. And this is a presentation today from us. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Kuma, pour ces propos très inspirants. En vous entendant et en voyant les images que vous avez projetées, quelque chose qui me vient en tête, c'est que finalement, cette logique d'utiliser des matériaux locaux pour construire localement des bâtiments qui soient adaptés au climat local. Aujourd'hui, on est en train de présenter ça comme des innovations,
Alors que l'humanité a fait ça pendant au moins 10 000 ans, hein, depuis que les villes existent. Ça fait seulement 50 ans qu'on a cherché à standardiser une forme d'habitat pareil au sud qu'au nord, etc. Et aujourd'hui, on peine tant à réparer tout ça. On a un peu le même type de logique sur, vous savez, les circuits courts en alimentation. Hein. On doit faire des workshops d'intelligence collective en utilisant plein de mots anglais pour dire il vaut mieux aller acheter son beurre dans la ferme à côté que la faire venir par camion de l'autre bout de l'Europe, etc., etc. Enfin, on sent ces tendances quand même très fortes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le domaine de la construction, de l'habitat, on a donc un patrimoine historique sur la façon de construire qui peut être remobilisé facilement. Vous avez abordé un deuxième sujet très intéressant, c'est finalement cette question de l'alliance entre le high-tech et le low-tech sur le fonctionnement des bâtiments. C'est-à-dire revenir peut-être à des choses un peu plus low-tech pour les grands flux, hein, ventilation naturelle plutôt que VMC, essayer d'éviter la climatisation, etc., puisqu'il y a du vent, donc autant l'utiliser. Mais en revanche, utiliser les plus hautes technologies pour optimiser, pour faire en sorte que ce soit le plus efficient, le plus efficace possible. Christine Lecomte, qu'est-ce que ça vous inspire, cette présentation, cette question des matériaux, cette question de la technologie ? Oui, Sébastien, tu l'as dit un petit peu, mais effectivement, la démonstration, elle est faite là, et elle l'est faite dans d'autres circonstances, que l'architecture en circuit court, ça fonctionne. Mais c'est territorialisé, c'est-à-dire qu'on revient en fait à une histoire, on revient à la source, et je crois que l'immense défi qu'on a à faire, et Pierre-André, tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est qu'on doit rapprocher la production de matériaux de là où on construit. Et ça, c'est difficile, parce qu'on avait avant, surtout au XXe siècle, on a beaucoup industrialisé. On n'a pas hésité, par exemple, dans l'isolation, à aller la chercher très loin. On a parfois encore des choses un peu incongrues sur le bois qui est scié à un endroit, traité à un autre, et qui est empaqueté dans un troisième endroit avant de revenir là où il a été scié. Ça peut nous arriver. Donc en fait, il y a une forme de bon sens aussi dans la filière de matériaux, mais ça nous questionne sur deux choses, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va industrialiser en circuit court, parce qu'on aura besoin un petit peu, et se rapprocher de la matière. Et pour nous, architectes, je crois que c'est aussi un moyen de retrouver de la création avec ce qui est présent. Et ça, c'est super important parce qu'on a des architectes qui travaillent sur la question de la terre en Île-de-France à partir de l'excavation des terres du Grand Paris. Il y a eu cette usine qui a été fabriquée de briques en terre crue qui, en fait, montre à quel point, quand on s'associe toute la chaîne, on arrive à fabriquer quelque chose, puisque c'est en même temps des architectes, des universitaires et des industriels et même un promoteur qui se sont associés là-dessus. Et surtout, il y a quelque chose, enfin moi, j'aimerais bien insister là-dessus, mais on n'a plus le temps de chercher à convaincre, en fait. Il faut qu'on passe vraiment à une autre dimension et l'architecture doit retrouver des sensations. Il faut éviter le greenwashing, en gros. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on vous met une belle perspective avec du vert dessus que ça va répondre aux enjeux écologiques. Donc maintenant, il faut rentrer à l'intérieur du sujet, et c'est pour ça que la matière et les matériaux, c'est fondamental, parce que l'architecture, effectivement, c'est de l'esthétique, mais c'est aussi du sens et des sensations. Et vivre bien en ville, c'est aussi ses sens et ses sensations. Et la relation à la matière et aux matériaux est fondamentale pour retrouver ces sens et cette sensation. Peut-être une chose pour ceux qui ne connaissent pas, il existe un prix qui s'appelle le prix Terra Fibra Award, qui montre qu'on est capable en architecture de ces solutions locales et de proximité. Je vous invite vraiment à aller regarder cette exposition, ces catalogues, etc. Ça donne vraiment envie, et c'est surtout en fait ça dont on a besoin. En fait, une envie commune et collective de construire un récit et des imaginaires autour de la résolution de ces défis pour vivre mieux ensemble. Monsieur de Chalandard, vous voulez réagir ? Oui, non, moi, alors, je voudrais rassurer Christine, je suis tout à fait d'accord avec elle, mais l'industrialisation avec des circuits courts, on saura faire. Et moi, ce qui me rend très optimiste, c'est qu'on travaille ensemble maintenant sur ces sujets-là. Et donc, et je pense que si on veut aller plus vite sur cette, dans le sens de cette ville désirable, un des sujets les plus importants, c'est de travailler ensemble. Ce qui, à mon avis, fait qu'on ne va pas assez vite, et c'est paradoxal, ça fait partie des contradictions que Laurent Germain a signées tout à l'heure. Je pense qu'il faut impliquer tout le monde. Et alors, on peut dire impliquer tout le monde, ça va prendre du temps.
Moi, je ne sais pas si c'est plutôt à François de parler de ça, si le fait que les élections, les gens ne votent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas participer, à mon avis, à la construction de la ville. Donc il faut perdre le temps de travailler ensemble, si on veut aller plus vite, parce qu'il y aura appropriation, et il faut donner plus de pouvoir aux échelons locaux. Alors ça va être musique à tes oreilles, mais je pense que c'est fondamental si on veut aller plus vite. Puis après, le deuxième truc qu'il faudra faire aussi, si on veut aller plus vite, c'est d'investir. Et là, moi, je suis très frappé en ce moment. La rénovation énergétique, c'est un chantier absolument énorme. Quand je vois les sommes, si je prends le cas de la France, qu'on met là-dessus, et je les compare par rapport à ce qu'on met pour subventionner l'énergie aujourd'hui, c'est un facteur de 1 à 10. Bon, il faudrait investir massivement dans la rénovation énergétique et dans les bâtiments publics, qui renvoie aussi à des problèmes de gouvernance, mais je pense qu'il faut investir massivement, et c'est la meilleure manière, en fait, de régler les sujets de la fin du monde en pensant à la fin du mois, parce qu'on va faire aussi beaucoup d'économies si on est investi dans la rénovation énergétique. Perdre le temps de travailler ensemble, je trouve l'expression vraiment intéressante. Alors monsieur de Mazières, j'imagine que vous allez réagir à tout ce que vous avez entendu. J'ajoute peut-être une question en plus pour votre réponse. Monsieur Kouma a beaucoup parlé aussi d'esthétique, hein, l'esthétique comme critère de désirabilité de cette ville et de cet environnement urbain. Et vous avez récemment signé une tribune dans la presse qui s'intitulait « L'enlaidissement du cadre de vie des Français n'est pas une fatalité ». Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu également ? D'abord, je pense que je voudrais remercier Kengo Kouma parce qu'il nous a montré des œuvres absolument magnifiques. Toute son œuvre est magnifique. Mais il a insisté sur deux choses et ça a été repris aussi bien par Christine que Pierre-André. C'est vrai que souvent la beauté de nos villes, elle est née des matériaux existants à proximité. Regardez Toulouse, c'est une ville rose. Pourquoi ? Parce que le matériau existant, c'était une grès rouge. Versailles est une ville blonde. Pourquoi ? Parce que c'est un calcaire blond. Et au fond, si vous voulez, je pense que ce qu'on est en train de vivre va permettre effectivement de retrouver une forme de beauté, parce que ça permet d'éviter le bête régionalisme dont on nous a souvent parlé et bassiné ces dernières années en disant il faut éviter ces constructions sans intérêt. Mais quand ça s'inspire vraiment des matériaux existants, quand de traditions existantes, alors là, au contraire, ça a beaucoup d'intérêt. Deuxième élément qui a été souligné, c'est la combinaison du high-tech et du low-tech. Oui, ça, c'est une approche extrêmement intéressante parce que il faut avoir ce respect des matériaux existants, il faut avoir ce respect des traditions de construction existantes et en même temps, il faut les combiner avec ce qu'amène l'intelligence du XXIe siècle et je crois qu'on en a aujourd'hui de très belles démonstrations. Pierre-André, tu disais, et je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a une chose importante aujourd'hui, c'est que les investissements publics soient concentrés sur tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire comment améliorer les rénovations des bâtiments, comment faire des économies d'énergie, plutôt que de continuer à privilégier les dépenses d'énergie. Enfin, le changement des mentalités, oui, je crois que les élus maintenant ont bien compris que c'était une nécessité, c'était un impératif. Et je reviens sur ce que tout à l'heure je soulignais, finalement cette contrainte financière qui est en train d'être une priorité aussi dans la gestion du quotidien dans les communes, devient un atout parce qu'elle nous met dans l'obligation d'une nouvelle réflexion collective. Monsieur Kouma, vous voulez réagir, poser une question à nos intervenants? Sinon, on en aura d'autres à vous poser par la suite. Mais si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Could you say that as a sorry, I cannot fully understand French, and could you speak in English? Sorry, I thought it was translated. So I'll come back to you with another question in a couple of minutes. Okay. Je pensais que ça avait été traduit.
Monsieur Germain, alors il y a un autre enjeu qui est de plus en plus évident, prégnant pour la population sur le caractère vivable de nos villes dans les décennies à venir, c'est celui de la résilience. La résilience qui était un mot encore inconnu il y a quelques années, mais qui aujourd'hui semble un mot assez évident, c'est-à-dire comment allons-nous continuer de faire fonctionner ces villes, quelles qu'elles soient, indépendamment des aléas. On sait que la plupart des infrastructures, qu'il s'agisse du bâti, les logements, mais aussi nos infrastructures critiques, en apport d'énergie, en transport, en communication, n'ont pas été construites en pensant à ces aléas climatiques, puisqu'à l'époque où elles ont été construites, on ne connaissait pas encore les conséquences de la plupart de ces aléas. Donc le besoin semble énorme. Les besoins en ingénierie, mais aussi les besoins en investissement, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Vous êtes au cœur de ces problématiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, absolument. Juste pour réagir sur ce qui a été dit, je pense que le niveau de complexité impliquera probablement effectivement des échanges beaucoup plus étroits entre l'ensemble des acteurs de la chaîne de la construction de bâtiments ou des infrastructures, c'est-à-dire les architectes, les ingénieurs, les entreprises de construction. Et ce qui va permettre quelque part cet échange, quand Pierre-André de Chalandard disait il faut perdre le temps de travailler ensemble, le moyen pour travailler ensemble, c'est de s'appuyer sur les outils digitaux. Parce que les outils digitaux vont permettre de partager un certain nombre d'informations et donc d'échanger de façon beaucoup plus efficace sur un même ouvrage, un même bâtiment ou sur un périmètre plus large, une ville même. L'outil sur lequel on travaille de plus en plus, c'est le jumeau numérique, c'est-à-dire c'est la réplique digitale d'un bâtiment, d'un quartier ou d'une ville, qui va permettre de simuler ce que entraînera un bâtiment nouveau, une infrastructure nouveau sur le quartier, la ville, et donc de prendre des décisions en amont beaucoup plus informées pour pouvoir précisément renforcer la résilience globale de l'ensemble par rapport à ce qui préexistait. Donc je pense que la digitalisation est un élément tout à fait important de la résilience. Après, il y a des actions de très court terme à prendre. Quand je parlais effectivement de la ville de Lagos, qui va avoir 80 millions d'habitants à l'horizon 2100, il y a une urgence. Il y a 7000 bâtiments dans cette ville qui ne résistent pas aujourd'hui aux conséquences déjà existantes du réchauffement climatique sur eux. Il va donc falloir prendre des mesures, soit évidemment de confort de ces bâtiments, soit de destruction et de protection des zones immédiatement menacées. Et puis probablement qu'il y aura des conséquences en matière de localisation de la population et de relocalisation d'une partie des populations dans les zones qui sont les plus menacées par le changement climatique. Bref, il y a des mesures à prendre à très court terme pour pouvoir faire face à la résilience des villes au changement climatique, en particulier dans les pays émergents. Et s'agissant des pays industrialisés, probablement qu'il y a un effort considérable à faire en termes de maintenance des ouvrages existants, ce qui pose la question derrière du financement, la question de l'implication du secteur privé au travers par exemple de concessions et donc de la durée des concessions. Donc on voit que le nombre de sujets qui sont soulevés par la problématique d'être plus résilient est extrêmement nombreux. Sur la question de la digitalisation, j'ai vu que Aegis mettait en avant, en parlant du jumeau, justement, du jumeau numérique, qui est effectivement quelque chose qui est beaucoup en train de se développer, mais qui a pu parfois être un peu critiqué sur ces questions de bilan écologique global. Vous mettez en avant le fait de développer un jumeau qui est sobre, justement. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire quelques mots, c'est-à-dire que vous arrivez j'imagine, à montrer que les matières premières et les consommations d'énergie liées au fonctionnement du jumeau sont bien inférieurs à ce qu'il apporte en gain en la matière, c'est ça ? Oui, et c'est tout à fait ça, et c'est aussi le fait que quand on entre des données à l'intérieur du jumeau numérique, on le fasse avec des données venant de l'éco-conception, c'est-à-dire avec des choix techniques qui soient eux-mêmes plus protecteurs de l'environnement qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Merci. Alors, on peut passer maintenant à quelques questions de la salle. Si quelqu'un souhaite poser des questions à nos intervenants, en présentiel ou en visio à Monsieur Kouma, est-ce que quelqu'un, sinon j'aurai d'autres questions pour nos intervenants, mais est-ce que quelqu'un veut se lancer? C'est souvent la... Ah,
par ici. Vous avez, j'imagine, un micro. Comment ça se passe côté régie? Voilà, parfait. Je vois que ça va. Présentez-vous et puis, si vous pouvez vous présenter et dire à qui s'adresse votre question, s'il vous plaît. D'accord. Jamil Nourdine, Green Management, c'est une école en transition écologique, pour être court. J'aurais 2 questions. Ma première serait pour Monsieur le maire. En tant qu'élu, là, vous avez parlé profondément sur la construction, mais moi, je voudrais savoir quelle serait votre vision sur justement la démographie qui s'annonce assez conséquente, sur l'assainissement des déchets et en eau, bien sûr, sur ces villes-là, les villes du futur. Parce que je vois que ce n'était pas bien annoncé dedans. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus? Ma deuxième question, ce sera pour l'architecture. Du coup, par rapport à l'hypothèse sur les toits réfléchissants, peindre les toits, est-ce que selon vous, c'est une bonne idée? Merci. Monsieur de Mazières. Sur la question démographique, il faut bien distinguer la situation d'un pays comme le nôtre, un pays occidental développé où objectivement la poussée démographique n'est pas forte du tout, et les pays, on va dire, pour simplifier, du Sud, dans lequel la poussée démographique est très forte. C'est 2 sujets vraiment très différents. En France, il est évident qu'on ne doit pas tout de même être trop pessimiste. Les questions sont maîtrisées, l'organisation est ancienne, notamment pour les questions d'assainissement, pour les questions d'eau. Il n'y a pas de sujet majeur aujourd'hui qui se pose, et je dirais même qu'en France, on devrait sans doute réfléchir à nouveau sur l'hyperconcentration autour de Paris et repenser la question de l'aménagement du territoire. C'est aujourd'hui une conviction qui est de plus en plus forte avec ce que l'on est en train de vivre, où on se dit que, on le voit après le Covid, finalement les Français ils sont contents de retrouver des villes qui sont un peu moins grosses et où la vie est plus facile. Dans les pays qui sont en voie de développement, c'est tout à fait différent parce qu'on l'a évoqué, les chiffres sont impressionnants. Si on voit l'extrapolation des chiffres, mais attention, moi je serais très prudent parce que souvent l'extrapolation des chiffres se trouve faussée par la réalité ensuite, parce qu'on arrive à des moments où les villes ne peuvent pas accueillir autant de personnes et que donc il se passe des phénomènes qui font qu'on n'arrive pas, heureusement, à ces chiffres qui sont vertigineux. Mais pour autant, il faut absolument adapter très rapidement. Et je crois qu'il y a une solidarité internationale organisée, c'est sûr, qui est encore assez déficiente, et que toutes les technologies qui existent dans nos pays développés doivent profiter aussi à ces pays. Enfin, j'étais à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine il y a quelques années. On avait développé un prix international qui mettait en évidence la richesse aujourd'hui des réflexions en matière d'architecture, d'urbanisme, à partir des traditions locales. Et je crois qu'il faut surtout éviter d'imposer notre vision, qui était une vision souvent un peu bétonnée d'ailleurs de la ville, pour retrouver justement comment articuler avec ces traditions, ces matériaux locaux, comment articuler les nouvelles villes. Tout à l'heure, il y a je me permets cette réflexion. Moi, je ne suis pas favorable aux immeubles de très grande hauteur. Je crois qu'au contraire, quelque part, j'ai vu récemment des études sur la défense. C'est une aberration écologique, la défense. Parce qu'au-dessus de 50 mètres, en fait, la complexité pour la raison de sécurité font que ce n'est pas du tout intéressant en termes environnementaux. Monsieur Germain, justement, vous vouliez réagir aussi à la question qui avait été posée. Oui, sur la démographie, parce qu'il faut évidemment, même dans un pays comme la France, évidemment la démographie, la population va continuer à augmenter ces prochaines années en France, mais évidemment de façon beaucoup moins dynamique qu'ailleurs.
En revanche, il faut savoir où va cette population supplémentaire. Et ce qu'on constate, c'est que le phénomène de métropolisation s'est accéléré en France et que l'État, par ses décisions, et par exemple la décision de créer des pôles de compétitivité, c'est-à-dire localiser au même endroit des activités de production, de recherche et d'enseignement, qui est très positif économiquement, eh bien, en fait, entraîne un certain déséquilibre territorial qui peut évidemment complexifier, entraîner des phénomènes de fermeture de services publics, etc. Et donc, quelque part, d'aggraver le système. Donc, la gestion, entre guillemets, de la démographie et la recherche d'un équilibre territorial, ce sera aussi un des grands challenges pour ces villes désirables et vivables. Mais Christine Lecomte, alors à la fois pour répondre sur la question des toits en zinc, et puis peut-être concernant ce qui vient d'être évoqué sur la métropolisation, et est-ce que vous avez un point de vue sur la taille des villes? Enfin, est-ce que les villes ont vocation à grossir à l'infini? Y a-t-il une limite? Et puis surtout, les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction de la taille de la ville. Oui, parce que je voudrais pas que... Enfin, depuis tout à l'heure, je suis un peu ennuyée parce que j'ai l'impression qu'on parle que des métropoles, en fait. Donc, je voudrais pas qu'on associe la ville désirable uniquement à la métropole. En plus, voilà, donc il y a une question de... Il n'y a pas une seule ville déjà, il y a des milliers de villes, il y a des milliers de territoires, et on ne va pas aujourd'hui sortir avec une solution standardisée pour créer la ville désirable. Voilà, donc juste revenir là-dessus et se dire que, par exemple, si on prend la France, on a quand même un patrimoine déjà extrêmement riche qui est un super support pour demain. C'est-à-dire qu'on a quand même, et c'est là je parle de notre pays, mais on a quand même quelque chose, un patrimoine collectif qui nous permet déjà d'envisager des solutions. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est juste pour répondre à cette petite question, parce que si vous lisez Les métropoles barbares de Guillaume Faburel et que vous voyez un petit peu la question de subsidence des villes, vous comprendrez qu'au bout d'un certain poids, quand l'eau part de la croûte terrestre, les villes s'enfoncent. On voit de Jakarta les problèmes qu'il y a. Moi, j'ai quand même des questions aussi sur ça, qui reviennent souvent. Pour vous répondre, monsieur, alors, la question de peindre les toits en blanc. Alors, c'est drôle, la dernière personne qui m'a posé cette question, c'était un journaliste, mais vous savez, depuis mon bureau, moi, je suis dans la tour Montparnasse, et donc j'étais en train de regarder par la fenêtre pendant la canicule, et le monsieur me dit, faut-il peindre tous les toits en blanc? Et donc, j'avais devant moi la nappe parisienne, et je me suis dit, non, pas forcément, mais oui, c'est une solution, effectivement, mais il n'y en a pas qu'une. Et c'est là où il faut, encore une fois, penser solutions territorialisées et solutions par territoire, et c'est là où en fait, quand je parlais de ville facile tout à l'heure, on a maintenant une ville de l'expertise et de l'ingénierie qui doit être reprise en main parce que toutes les solutions sont combinables. Pour justement réduire les îlots de chaleur et rapporter de la fraîcheur en ville, vous avez aussi effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, débitumer, travailler sur l'inertie des matériaux, travailler sur les toitures végétalisées, retrouver un rapport à la nature, à l'eau. Voilà, enfin, là j'en ai donné quelques-uns, mais quand vous regardez une route bitumée, combien de degrés ça fait en plus par rapport à un endroit où on a effectivement un parc? Il suffit parfois dans Paris, vous passez à côté d'un parc, vous aviez une sensation de fraîcheur cet été. Voilà, donc et puis il y a des aberrations qu'il faut qu'on arrête. On n'a pas parlé de la climatisation ici, un tout petit peu avec le low-tech, mais il y a vraiment des sujets de fond qui lient conception, et notamment pour la fraîcheur, et low-tech. Et là, il faut que nous, on s'inspire des pays qui subissent la chaleur depuis longtemps, où on se réinspire, et puis qu'on ne se dise pas qu'un mât provençal, ça a des grandes baies vitrées ouvertes plein sud. Non, c'est pas comme ça que c'est fait à la base pour qu'ensuite on puisse profiter de l'inertie des matériaux. Pour citer un exemple sur la climatisation, on cite souvent les tours à vent de Bagdur, je crois que c'était en Iran, 1300 avant Jésus-Christ, qui savaient climatiser une pièce à moins 10 degrés par rapport à l'extérieur en utilisant uniquement une cheminée, un circuit d'air. Donc on devrait retrouver ce type de technique, et ça existe déjà. La seule différence, le seul petit bémol que je donnerais, c'est que malheureusement les évolutions climatiques qui sont attendues risquent de demander un peu plus, parce que si on
dépasse les 50 ou les 55 degrés, on risque peut-être d'avoir là besoin de quelques zones de refuge pour la population qui, elle, soit climatisée. Il y a de plus en plus de réflexions sur, à l'échelle de l'immeuble, il y a peut-être, ou de l'îlot, il y a une pièce qui sert de refuge pendant les grandes vagues de chaleur pour au moins les personnes vulnérables, les personnes âgées, etc. Mais bien sûr, le modèle anglo-saxon, notamment de la climatisation partout, est absolument pas soutenable aujourd'hui. Et puis les toits blancs... Tu peux dire juste Vas-y, je t'en prie. Juste une chose quand même, pour l'instant, la courbe, c'est 4 fois plus de climatisation en 2050. Hein, il faut quand même le dire. Hein. Et comme le modèle du béton, ça va doubler les émissions de gaz à effet de serre du béton, hein, donc, enfin du ciment plus précisément. Et effectivement, ça n'est pas soutenable. Et puis les peints toits en blanc, c'est intéressant l'été, mais beaucoup moins l'hiver, non? Du coup. Mais, en fait, c'est la question de l'absorption et de l'albédo. Moi, j'ai pas tellement. Enfin, oui, on parle des toits peints en blanc, mais parlons aussi de l'inertie des matériaux. Je pense que c'est là où c'est une solution, hein, la toiture peinte en blanc. Mais ce qui est important, c'est l'inertie des matériaux, c'est de retrouver ce rapport à la matière. C'est vraiment très très important. Y a-t-il d'autres questions? Ouh, formidable. Alors, je demande peut-être aux organisateurs de choisir. Elles se sont toutes levées en même temps, les mains. Donc, il faut faire un tirage au sort. Alors, on va essayer de faire des réponses rapides. Je vais aller au fond de la salle là-bas pour ne pas privilégier que celles et ceux qui sont devant. Madame, c'est vous? Oui. Comment? Vous m'entendez? Moi, je m'appelle Laure Groix. J'ai fondé un média il y a 10 ans qui s'appelle Mon quotidien autrement. En fait, j'ai une question par rapport à la problématique des réfugiés climatiques qu'on va forcément, à laquelle on va forcément être confronté. Vous avez tout à l'heure parlé de l'opposition des pays du Nord et pays du Sud. En fait, c'est les pays du Nord qui vont devoir sûrement répondre à cette problématique. Donc, comment faire dans les villes ? Alors, peut-être on peut dire un truc. La chose, c'est qu'il faudrait que ce ne soit pas vous qui vous posiez cette question, mais nos dirigeants. Et quelques chiffres quand même, peut-être pour illustrer cette question. On sait aujourd'hui, tu évoquais les fameux 20 jours par an où la température est létale pour un être humain si on n'a pas la climatisation. Hein. Ben, si on suit la trajectoire actuelle de nos émissions de carbone, dès 2050, on a 65% de la population mondiale, et quasiment exclusivement dans l'hémisphère sud, qui se situe dans des territoires de ce type-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la climatisation, vous mourrez en quelques heures. Parce que le climat extérieur, Homo sapiens ne l'a jamais connu, donc nous ne sommes pas adaptés. Donc bien évidemment, il est fort probable que les populations, très légitimement, qui vont subir ce type de phénomène, cherchent à migrer. Et où vont-elles migrer? Là où ça sera plus préservé, le nord. Souvent, c'est injustice, hein, c'est le nord qui a produit les gaz à effet de serre, mais les premières conséquences sont au sud, même si on en aura au nord également. Alors sur cette question des migrations, qui est quand même très large, en même temps elle concerne la désirabilité et la vivabilité, enfin la viabilité de nos villes dans les années à venir. Est-ce que quelqu'un veut dire quelques mots? Je crois que, de toute façon, quand vous êtes issu d'un territoire, d'un pays, au fond, votre rêve le plus profond, c'est d'y rester. Et donc, il faut à la fois qu'il y ait une réponse, et je pense qu'elle peut être, au moins pour nos pays, elle doit être européenne. Il faut qu'il y ait une construction européenne, il faut une réponse sur ces sujets. Mais en même temps, ce qui est aussi essentiel, c'est d'aider ces pays à pouvoir justement développer un accueil qui soit le plus satisfaisant possible. Et ça, je crois qu'il y a une responsabilité internationale très importante dans ce domaine. Alors, un des acquis de la dernière COP27, c'est quand même la création d'un fonds
sur les conséquences du changement climatique dans les pays qui sont les plus touchés. Donc je pense qu'il y a une première prise de conscience internationale aujourd'hui que si on veut effectivement limiter, mais même si je suis d'accord avec vous, hein, on ne pourra pas limiter les réfugiés climatiques parce qu'ils seront là, parce que tout simplement il y a des zones qui ne seront plus vivables. Mais je pense qu'il faudra effectivement se saisir de cette question au niveau international dans le cadre de forums multilatéraux comme la COP27 et prévoir à la fois des solutions financières, parce que il faut tenter de limiter le phénomène, mais il faudra aussi probablement se préparer à accueillir une partie de ces populations réfugiées climatiques, et donc il vaudrait mieux qu'on s'en saisisse dans des instances multilatérales existantes, et la COP peut être une bonne, me semble-t-il, hein, un bon forum pour on discuter. Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose qui n'est pas exactement la question, mais qui est un élément, à mon avis, de la réponse. C'est que, bien évidemment, on va avoir le problème de l'adaptation, mais il ne faut aussi quand même pas renoncer à essayer de limiter le changement climatique. Et de ce point de vue-là, ma remarque, c'est que essayer de réduire, être en avance en Europe, c'est bien parce qu'on doit donner l'exemple, mais pour le même somme qu'on dépenser de l'argent pour lutter contre le changement climatique dans les pays du Sud, que ce soit les pays du Nord qui le donnent, aura beaucoup plus d'impact que dépenser de l'argent chez nous. Ce n'est pas comme ça qu'on fait aujourd'hui, hein. Il faut probablement faire les deux. Mais je pense que la bataille mondiale, elle se gagnera ou elle se perdra dans ces pays-là, en Inde, dans les pays où on utilise du charbon, et ce n'est pas en Europe qu'elle se gagnera. Donc, mais ce n'est pas exactement la question, mais c'est un élément de la réponse quand même. Tout à fait. Alors, je vous propose qu'on prenne maintenant 3 questions à la suite et on fera des réponses groupées. Alors, on ne va pas pouvoir en prendre plus que 3, je pense. On va essayer d'équilibrer dans la salle. C'est totalement injuste, je sais. Monsieur, là-bas au fond, et on répondra à... Oui, bonjour. Donc, je me présente, Colin Ménis, professeur d'histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques au lycée Saint-Joseph à Dijon. J'avais justement une petite question, en fait, c'était pour revenir sur le débat territorial. Justement, en fait, ça fait une vingtaine d'années qu'on entend cette politique des maires, des élus locaux, justement de vouloir effectivement mettre des espaces verts, etc. Pourtant, en tout cas, dans notre ville, qui est une métropole régionale, on se retrouve avec de la bétonisation assez fréquente. Et justement, ma question, c'était comment réussir à équilibrer cette notion entre les discours des pouvoirs publics et la réalité du terrain, notamment aussi l'équilibre en fait entre patrimoine, réussir à garder le patrimoine local en avis avec les populations qui y vivent, et le côté justement modernité qui permet de limiter ces impacts. Et vous répondra une deuxième question. On va aller de l'autre côté. Il y avait personne par ici, monsieur. Bonjour, monsieur. My question is to the mayor. I'm from the Dexterity Globals group. We came first in the competition organized by Aegis. So at a governance level, how do we bring all sections of the society together, since the poor have experienced in the past a worsening of the economic divide in the name of progress globally? Thank you. Je pense avoir compris, mais je pense que vous avez dit, que c'est le début que j'ai pas entendu, c'est une question pour le maire, c'est ça vous avez dit? Was it a question for the mayor? Yes, Monsieur. For the mayor. Could you just repeat? Sorry. Sure. So at a governance level, how do we bring all sections of the society together, since the poor have experienced in the past a worsening of the economic divide globally in the name of progress? Very interesting question. Hard to answer, I guess. Monsieur. Oui, bonjour. Pascal Cotin, éco-citoyen. Je voulais savoir s'il était prévu de faire une pression sur les politiques pour faire évoluer le code rural, enfin le code de l'urbanisme, parce que les toits en blanc, on n'aura pas l'autorisation. Isoler les murs par l'extérieur quand il y a mitoyenneté, on n'a pas l'autorisation. Et donc là, on est confronté à une nécessité et puis à une législation qui n'est pas en rapport avec cette nécessité. Je pense que Christine Lecomte pourra répondre et on va en prendre une 4e. Madame, juste au milieu.
Oui, donc moi, bonjour, c'est mademoiselle Mukeitou Abiba à Green Management School. Et moi, j'avais une question qui est... Vous avez parlé d'inclusion, et j'avais l'impression que c'était plus de l'inclusion sur le plan économique, mais je voulais savoir, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les personnes en situation de handicap? Parce que malheureusement, il n'y a pas énormément de logements, et même au niveau architectural, est-ce que vous avez prévu des logements qui peuvent moduler en fonction des différents types de handicap, mais aussi du fait du vieillissement de la population, en fait, qu'est-ce qui est pour ce type de personnes? Merci. Donc, Christine répondra. Pour les réponses, Monsieur de Mazières, pour la première question. Oui, sur la végétalisation des villes, comment la rendre quelque part un peu obligatoire et non pas dans le discours. L'instrument numéro 1, c'est le plan local d'urbanisme. C'est là où tout se joue en réalité. Si vous avez des règles qui sont strictes, qui sont par exemple de préserver un minimum de pleine terre, moi je l'ai introduit dans mon PLU, c'est qu'il y a sur ma ville encore quelques rares, parce que c'est une ville assez dense, quelques rares espaces non construits, en dehors bien sûr des allées historiques qui sont protégées par ailleurs au titre du patrimoine. Eh bien, sur ces zones, j'ai imposé une règle, si vous voulez, qui est 50% de terre, avec une déclinaison, c'est-à-dire 25% de pleine terre, pour avoir des arbres de grande hauteur, et puis les autres 25%, ça peut être de la terre sur 1 mètre, sur une dalle de béton, ou s'il y a un garage ou une activité dessus. Donc voilà, c'est vraiment l'instrument pour moi numéro 1. Le deuxième instrument, si vous voulez, on a beaucoup parlé, c'est la concertation. C'est-à-dire que de plus en plus, les villes tout de même travaillent en proximité avec les gens qui y vivent. Et donc là, il y a un dialogue qui s'instaure. Et je suis persuadé que les maires sont extrêmement sensibles à ça. C'est au moment des élections, on l'a vu d'ailleurs, la question de la nature en ville est devenue essentielle. Moi, je peux vous dire, alors ça tient à des convictions personnelles, mais mon slogan, c'est « Ville verte ». Alors, c'est une histoire de ville, mais c'est aussi, j'ai un adjoint qui est responsable des arbres, il y a un plan arbres, etc. Donc, la meilleure façon de faire évoluer les choses, c'est regarder ce qui se passe dans les autres villes, peut-être prendre ce qui... et puis dire pourquoi vous ne faites pas ça. Si par hasard, ça ne se fait pas dans votre ville, je ne vais pas reprendre le nom, je ne voudrais pas être indélicat. Sur la deuxième question, comment faire travailler ensemble les personnes alors qu'on n'y a pas réussi jusqu'à présent? Là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un message espoir, justement. C'est que je vois bien dans les jeunes générations, la question environnementale, elle est première. Et que donc, ils ont vraiment envie de faire bouger les choses. Et qu'ils exercent une vraie pression sur les responsables politiques. Et au fond, le politique, c'est toujours le miroir d'une société, surtout le politique local. Et si la population exprime très fortement, notamment à travers d'ailleurs sa jeunesse, ce type de besoin, ça va évoluer et ça va aller très vite. Et se vivre ensemble à travers cette préoccupation qui est généreuse, parce qu'au fond, c'est la préservation de l'humanité qui est en jeu, et bien ce vivre ensemble va pouvoir être très motivant. Et vous verrez dans les programmes, alors tout à l'heure, Christine disait très justement, il faut éviter le greenwashing, c'est-à-dire que c'est vrai que maintenant qu'on voyait les permis de construire, il y a des arbres partout. Donc il faut qu'on soit très vigilant pour que dire c'est une vraie réalité qu'on veut, c'est pas seulement l'artificiel. Voilà. Christine, peut-être pour les deux autres questions concernant à la fois les règlements d'urbanisme qui évoluent doucement au code rural et puis les questions d'urbanisme inclusif, notamment vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Oui, alors sur le code de l'urbanisme, la réponse elle est très longue, donc je vais la raccourcir le plus rapidement possible. Vous rappelez l'article 1 du code de l'urbanisme déjà, parce que moi je le trouve très bien. Le patrimoine est le bien commun de la nation. À partir du moment où on a ça, on a tout. Parce que ça veut dire qu'on reparle de ce qui est commun. Donc le problème, c'est de revenir aux sources. Aujourd'hui, on a un millefeuille en fait, de codes, on a un millefeuille de normes,
On a un millefeuille de choses à appliquer. C'est parfois extrêmement difficile. La volonté politique, et je crois que François de Mazières l'a rappelé, l'outil numéro 1, le PLU, est quand même important. Et nous, on le répète, je l'ai répété là pendant 3 jours au Salon des maires, vous avez un outil, que vous soyez une petite commune de 700 habitants ou un élu d'une très grande commune, vous avez un outil premier, c'est le plan local d'urbanisme. C'est vraiment un document phare pour faire passer en fait le projet. Et après, il faut le partager avec les habitants. Et après, on pourra développer les solutions. Après, sur la technique, est-ce qu'on peut poser de l'ITE, etc. Là, moi, je suis encore sceptique parce que je pense qu'il ne faut pas mettre de l'isolation thermique par l'extérieur partout, qu'il y a des bâtiments qu'il ne faut surtout pas isoler comme ceci. Mais également, je pense qu'il faut isoler à l'échelle de l'îlot pour trouver des meilleures solutions plus globale et pas simplement terrain par terrain, parce que ça serait une erreur. Sur la deuxième, et alors juste un petit détail, en ce moment il y a une stratégie française énergie-climat qui est en cours et on réfléchit à tous ces systèmes justement de sortir un peu de ces millefeuilles de normes et de lois, et tous les acteurs sont autour de la table. L'autre question sur l'inclusion, en fait, c'est une question qui ouvre un autre débat pour moi, donc je vais faire court aussi. Déjà, avant de citer uniquement les personnes en situation de handicap, déjà, puisque le sujet c'était la ville, prenons rien que les enfants. Entre 1950 et 2022, les enfants ont quasiment perdu leur pouvoir de déplacement. Avant, ils pouvaient se déplacer facilement. Aujourd'hui, ils ne peuvent quasiment plus. Ils sont très problématiquement en manque de sécurité. Et donc là, il y a une question qu'on n'a pas abordée, mais qu'on aurait pu aborder, c'est la question des mobilités en ville, de la place de la voiture et de notre rapport, en fait, au déplacement. Et là, ça ouvre un autre débat. Donc, soit on squatte la salle et on bousille la conférence d'après, soit on se dit qu'il faut vraiment qu'on règle cette question de la voiture. Alors malheureusement, nous n'allons pas pouvoir squatter la salle. Ça aurait été un plaisir, mais nous sommes arrivés au bout de cette table ronde. Je vous remercie beaucoup. Merci à nos intervenants, nos intervenantes. Vous pouvez les applaudir. Et très bonne journée à l'Université de la Terre.